Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés à l'heure. On est déjà presque plus de 50 participants. On est ravis. A priori, il y a plus de 200 inscrits sur ce webinaire, ce qui démontre probablement l'intérêt de faire régulièrement ce genre d'intervention. Donc, on vous remercie vraiment d'être présents. Pour ceux qui auront l'obligation de partir en cours de réunion, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible sur le site web du comité Fièvre Q. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter après cette présentation si vous n'avez pas le loisir de rester jusqu'au bout, et puis y compris pour regarder les webinaires les plus anciens. Et donc, du coup, sans plus attendre, je vais passer la parole à René de Crémou, du coup, vétérinaire, qui travaille à l'Institut de l'élevage avec une compétence extrêmement forte en petits ruminants. Et donc, on s'est dit effectivement qu'après des premiers webinaires qui étaient plutôt dédiés aux bovins, il nous semblait totalement normal d'en dédier un plus aux petits ruminants qui, comme vous allez le voir, ont certains points communs avec les bovins, mais voilà, ce sont pas des petites vaches, elles ont leurs particularités. Et donc, René a fait une analyse très précise, notamment des dernières publications dans différents pays, voilà, pour balayer l'impact et le rôle de ces petits ruminants, à la fois dans leur rôle zoonotique et puis l'impact sanitaire que peut avoir cette infection dans les troupeaux de petits ruminants. Donc René, je te laisse la parole et puis merci encore pour tout ce travail. Et pour les personnes qui assistent, si vous avez des questions, on a décidé de garder les questions pour la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à les mettre dans la section Q&R, donc questions et réponses, hein, pas dans le chat de conversation, mais bien dans la partie questions-réponses, et donc on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Raphaël aussi pour cette introduction. Donc effectivement, cette fois, c'est le 4e webinaire du comité Fièvre Q. Et j'ai la charge donc, de vous présenter les spécificités en la matière pour les petits ruminants, avec l'objectif d'arriver à la fois à mieux prévenir ou en tout cas à mieux gérer la maladie si c'est possible. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse ici aux petits ruminants de manière un peu plus spécifique, un peu plus poussée? C'est en raison sans doute de leur implication dans les épisodes documentés de fièvre Q chez l'homme. Et là, je vais m'appuyer sur une publication récente qui a référencé 81 épisodes de fièvre Q. Donc ceci dans 28 pays, 7 qui étaient référencés en France. Donc, sur l'ensemble de ces épisodes chez l'homme, 6 n'avaient pas de source identifiée. En revanche, pour ceux pour lesquels on avait l'information, on se rend compte que ces épisodes de cas groupés humains étaient très souvent liés à des sources ruminants et j'allais dire plus particulièrement des petits ruminants, ovins au premier chef, caprins en second lieu et seulement ensuite les bovins. Et on se rend compte que c'est singulièrement chez les ovins et les caprins que l'on a les épisodes de plus grande ampleur, c'est-à-dire plus de 80 voire 160 cas. Si maintenant on passe aux épisodes plus français, hein, il y en a une dizaine qui sont référencés ici. Donc à chaque fois sur cette diapositive, vous avez l'année, vous avez la période à laquelle cet épisode est survenu, le lieu, le nombre de cas avec le nombre d'hospitalisations ou de confirmations, le cas échéant. Et puis une petite icône qui vous indique l'espèce en cause. Et à une exception près, hein, force est de constater que systématiquement, ce sont les petits ruminants et le plus souvent même les ovins qui ont été impliqués dans ces épisodes. Alors en revanche, le contexte de l'exposition peut être extrêmement variable. Je vais n'en citer que quelques-uns. Ils sont connus. C'est par exemple l'épisode de Briançon avec une activité d'abattage et puis une accentuation de la transmission à distance en raison de la proximité immédiate d'un héliport. C'est un questionnement autour de tout ce qui est épandage de fumier, le fait d'être passé à proximité de la zone d'épandage. Ça, c'était à Montoison. Ça peut être aussi la participation, par exemple, à de la transhumance à Chamonix. Il y a un certain nombre de cas, alors soit dans des établissements agricoles, soit en relation avec de l'accueil du public, manifestation de ferme en ferme, accueil du public, avec un certain nombre de points communs. Donc les points communs, outre la présence d'élevage, bien entendu, et en l'occurrence plutôt au vin, c'est la proximité de la période de mise bas avec l'existence d'avortements associés ou pas à des problématiques notamment de vent, comme ça a été notamment cité pour Florac. Alors l'ensemble des références correspondant à ce que je vous ai mentionné de manière synthétique, vous la retrouverez ici et donc par la suite vous pourrez
vous y référez, je ne développe pas. L'exemple de Florac nous montre déjà en fait qu'il y a une association entre des paramètres, j'allais dire, d'élevage, mais aussi des facteurs environnementaux. Et de ce point de vue, il y a une étude que je trouve vraiment intéressante qui nous vient d'Espagne, dans laquelle il y a eu différentes bases de données qui ont été mises en relation. Alors, quelle base de données? Eh bien, d'abord, un suivi des données de surveillance des cas humains entre 2015 et 2022, et en relation en face un état des lieux de la répartition sur le territoire espagnol des élevages ovins, bovins et caprins. Donc là, ici, ce sont les caprins qui vous sont présentés à l'écran, mais aussi des données météorologiques qui tenaient à la force, à la vitesse du vent, à la température et à la pluviométrie. Donc ces quelques graphes sur le territoire espagnol vous montrent les gradients d'importance de chacun de ces facteurs. Et donc, les auteurs ont essayé de voir dans quelle mesure le nombre de cas humains pouvait être finalement à relier à des paramètres météorologiques et de densité d'élevage. Plusieurs modèles ont été définis. Un premier modèle qui exploite la notion de risque spatial sur la période 2016-2022, avec l'établissement d'un risque spatial soit brut sur la première figure, soit ajusté, et donc ajusté des paramètres climatiques, météorologiques. Et ce qu'on se rend compte dans ce premier modèle uniquement spatial, c'est que le risque relatif, il est accentué avec une implication à la fois de la température, mais aussi de la densité de la présence des caprins sur le territoire espagnol. Et si on prend maintenant la dimension à la fois spatiale et temporelle, la température ne ressort pas, c'est le vent qui intervient et la présence des caprins dans dans les mêmes proportions. Donc en clair, on a bien donc des facteurs météorologiques qui vont influer sur le risque de fièvre Q, température et ou vent. On fait le constat que l'augmentation ici de la densité de 10 chèvres par kilomètre carré est elle-même associée à une augmentation du risque de 14%. Et donc ce sont l'ensemble de ces facteurs qu'il convient de prendre en compte pour établir la notion de risque, mais aussi éventuellement arriver à mieux gérer les pratiques en élevage ou la mise en place de mesures ciblées. Donc en synthèse, on a une implication globalement plus fréquente des petits ruminants dans les cas groupés de fièvre Q chez l'homme. On a pu constater ensemble donc l'importance des voies de contamination indirectes, c'est des choses qu'on connaît, les poussières contaminées, l'aérosolisation. On consolide le fait que les facteurs environnementaux interviennent, et ceci en interaction avec des caractéristiques d'élevage. Et puis, on l'a vu dans les épisodes notamment français, des périodes qui sont clairement identifiées comme un risque et qui sont autour des moments de mise bas et d'avortement. Donc, je n'ai pas du tout développé les aspects risques pour la santé humaine. Je vous pousse simplement à consulter le site du comité Fièvre Q, parce qu'il y a eu des interventions, notamment des professeurs Fauché et Sander, qui sont vraiment intéressantes pour essayer d'avoir une appréciation médicale des risques rencontrés par l'homme. Il y a un ensemble, il y a des foires aux questions là aussi sur différentes situations ou encore les cas particuliers de la fièvre Q et la grossesse sont vraiment des éléments auxquels je pense vous pouvez vous référer utilement. Donc, au-delà de cet aspect humain, la fièvre Q, et vous le savez aussi, c'est une maladie qui est répandue dans les élevages de petits ruminants. Donc, on le sait, c'est une maladie qui est essentiellement abortive. Alors, autant en bovin, on a un ensemble d'informations qui sont consolidées sur l'impact, notamment en termes de non-délivrance, de naissance de veaux plus chétifs, sur tout ce qui ressort de l'infertilité, voire des endométrites. Autant en petits ruminants, la certitude, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des avortements, des mises bas prématurées, des naissances de chevreaux éventuellement un peu plus fragiles, mais pour tout le reste, eh bien, il y a des besoins d'études et ou de consolidation d'informations. Alors, néanmoins, on a pas mal d'informations aujourd'hui qui nous viennent d'une étude sur 3 ans de surveillance pilote qui avait été réalisée dans 10 départements, à raison de 19 à 106 élevages par département, avec des analyses donc, conduites sur 11 à 15 femelles non vaccinées. Et vous avez donc ici, sur la base de ce travail, les estimations de séroprévalence à la fois
interatelier et intra-atelier. Ce qui est intéressant de constater, c'est le gradient qu'on a sur les séroprévalences interateliers de 36% en bovin jusqu'à 61% en caprin, en passant par 56% chez les ovins. Et gradient qu'on retrouve pratiquement aussi pour la séroprévalence intra-atelier avec une séroprévalence qui est à 41%, donc la plus forte en caprin, contre 22 à 25% pour les autres espèces. Alors, qu'en est-il maintenant de l'aspect clinique? Donc, toujours sur ce même travail, il y avait un ensemble donc, d'épisodes abortifs qui ont été étudiés. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la proportion relative de ces épisodes qui est imputable à la fièvre Q. Ce que ça nous dit ici, c'est que finalement, il n'y a guère que 3% des épisodes abortifs qui sont imputables à la fièvre Q en bovin, contre 6%, donc le double en ovin, et on est à près de 17% pour les caprins. Ce sont des constats qui sont consolidés, même s'il y a un certain nombre de variations, mais qui sont quand même consolidés d'année en année au travers des bilans réalisés dans le cadre de la plateforme d'épidémiosurveillance avec le dispositif OSCAR, donc OSCAR pour suivi des causes d'avortement. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est un dispositif qui s'appuie sur un ensemble de départements volontaires et qui permet finalement de centraliser, de faire remonter les principales causes d'avortement mises en évidence. Et donc, dans le cadre des diagnostics qui ont été entrepris en 2024 et en regroupant les implications fortes à possible, on est aux alentours de 12 à 13% en bovin et en ovin contre 23% en caprin. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin maintenant sur un certain nombre de caractéristiques concernant la réponse à l'infection et puis les voies et niveaux d'excrétion chez les petits ruminants. Alors, je vais quand même démarrer par les bovins. Pour vous redire ici sur différentes voies d'excrétion, donc en l'occurrence le lait, les fesses et les écouvillons vaginaux, quelle est la part relative d'une excrétion concomitante par les trois voies. Donc, vous avez à chaque fois, donc, selon les différentes modalités, les proportions qui ont été rencontrées. Et ce qu'on se rend compte finalement, c'est que moins de 7% des vaches avaient des résultats positifs à la fois pour les trois types d'échantillons. En revanche, on a 65% des animaux qui sont détectés comme excréteurs par une seule voie. Ce qui signifie de manière claire qu'en fait, on a une évaluation du risque d'excrétion qui peut vraiment être erronée en cas de recours à un seul des types de prélèvements. Si on regarde ça maintenant de manière plus cinétique et donc sur la base d'analyses mensuelles, on a pour chaque type de voie d'excrétion la part relative d'excrétion persistante, sporadique, intermittente ou l'absence d'excrétion, donc les fesses et mucus. Globalement, on se rend compte qu'on a une excrétion qui est relativement plus fréquente, mais aussi plus persistante dans le lait, ce qui autorise en élevage laitier à utiliser, à recourir au lait pour essayer de mettre en évidence une circulation de la bactérie en élevage. Donc, qu'en est-il maintenant chez les petits ruminants? Donc, je vais d'abord commencer par les caprins dans un cadre d'infection expérimentale. Vous avez ici le nombre de chèvres excrétrices par les trois voies, donc les fesses et mucus vaginal. Et on se rend compte que les durées moyennes d'excrétion sont variables, de 17 jours sur le lait. La plus longue, c'est par voie fécale, 27 jours en moyenne, et par voie vaginale, 22 jours. En termes de niveau d'excrétion, cette fois-ci, on se place dans un cadre d'infection naturelle en suivant donc les niveaux d'excrétion exprimés sous forme de CT, donc par PCR. Et vous avez donc cette cinétique au cours du temps. On se rend compte donc que l'intensité de l'excrétion est variable selon les voies. Elle est clairement et significativement supérieure dans le mucus vaginal ou les fesses par rapport au lait. Elle est encore très forte dans les fesses, même 4 mois après la série d'avortements. Et ce qu'on voit au niveau du lait, c'est que ça se négative plus vite et ça se retranscrit aussi à l'échelle du temple, puisqu'au mois d'août, on avait des CT qui étaient ici supérieurs à 40. Toujours pour aller un petit peu plus loin dans cette description des voies et de la dynamique d'excrétion, un travail ici
d'Élodie Rousset et de ses collaborateurs, permettant de différencier les chèvres, en l'occurrence, soit ayant avorté, soit en l'absence d'avortement. Vous avez donc des mesures faites à la fois à J15 et à J30 pour regarder les fréquences relatives d'expression par l'une ou l'autre de ces voix. Donc le point clé peut-être déjà, c'est de se rendre compte qu'à J15, la voie d'excrétion la plus importante, mais aussi bien en cas d'avortement qu'en l'absence d'avortement, c'est la voie vaginale. À J30, on n'est plus tout à fait déjà sur la même répartition d'excrétion, puisque c'est dans le lait que ça va s'avérer un petit peu plus fréquent. Au total, on a eu sur l'ensemble de la période 70% des animaux qui avaient avorté qui ont été positifs au moins une fois par au moins une voie. Mais c'est aussi 53% des animaux pour lesquels il n'y avait pas de signe clinique. Donc, ce qu'on constate, qui plus est, c'est que des résultats à la fois positifs à J15 et à J30, ça n'est pas la norme. Ça ne représentait que 23 à 30% des cas selon les voies lorsque les animaux avaient avorté, et de 0 à 38% selon les voies pour les situations où les mises bas étaient normales. En termes de corrélation, finalement, de concordance entre les résultats par les différentes voies, on est très fort, hein, on est à plus de 80% entre l'expression vaginale et l'expression fécale, mais c'est beaucoup plus modeste pour le lait, puisqu'on n'est qu'à 49%. Alors le lait, on en parle très souvent et on l'utilise aussi au niveau du tank. C'est pour ça que cette étude-là m'a intéressée. C'est un travail allemand qui a été conduit dans un élevage, dans un contexte d'avortement, un élevage caprin, dans lequel a été mis en place, en l'occurrence, une vaccination. Donc vous avez ici donc, la primo-vaccination, puis les rappels successifs, et ceci sur la période 2018-2021. Donc le suivi des résultats a été fait en suivant, en l'occurrence, donc les CT au niveau du tank. Et vous voyez que ces CT diminuent graduellement, mais qu'on reste positif encore 16 mois après l'épisode initial, ce qui a incité les chercheurs à essayer de regarder ce qui se passait au niveau individuel. Ils se sont rendus compte que certains animaux, et une chèvre en particulier, étaient excrétés de manière intermittente avec 3 prélèvements sur 4 qui étaient positifs. Et c'est seulement après réforme de cet animal que le tank s'est complètement négativé. Donc deux constats, d'une part que l'excrétion peut être relativement longue et perdurer dans le tank à distance de l'épisode d'avortement, y compris dans un contexte où il y a vaccination. Et d'autre part, ça nous permet d'avoir mis en évidence l'existence d'animaux excréteurs intermittents, et en l'occurrence, la bactérie a été trouvée à l'intérieur de l'épithélium mammaire, ce qui peut expliquer une résurgence en fait de cette excrétion qui facilitait la positivation du tank. Alors, on a beaucoup parlé des caprins. Je vais maintenant évoquer le cas des ovins. Donc ici, c'est un suivi sur 37 femelles, dont 11 qui ont avorté, mais aussi 9 agneaux. 2 voies d'excrétion qui ont été investiguées, donc la voie vaginale et les fesses. Vous avez, au cours du temps, en termes de semaines après la mise bas, les fréquences relatives d'excrétion par les différentes voies. Donc, le premier constat, c'est qu'on a une proportion qui est significativement plus élevée de femelles qui excrètent par la voie vaginale que par la voie fécale la première semaine. Les différences ensuite ont été non significatives. Et puis après, dans la globalité, on a eu 2 voies d'expression qui ont concerné 16 femelles, dont 3 avortées. Et pour la voie vaginale uniquement, eh bien, cela a concerné 14 femelles, dont 2 avortées. On a parlé jusqu'à présent d'excrétion, mais ce qui m'intéressait ici, c'était de croiser les informations relatives à la réponse sérologique et à l'excrétion pour voir dans quelle mesure elles étaient concordantes ou pas. Et donc, dans ce travail, c'est la suite de ce que je viens de présenter, ont été différenciés les animaux séropositifs ou douteux et séronégatifs, et puis différentes catégories d'animaux, les femelles ayant avorté, les nullipares et les primipares non avortés. Pour chacune de ces catégories d'animaux, vous avez les niveaux d'expression observés par voie vaginale
qui vont de inférieur à 10,3, donc considérés comme non excréteurs, à des niveaux très importants, puisque de plus de 10,6 équivalents génome par écouvillon. Donc les constats sont les suivants. En fait, dans ce mois qui suivait les mises bas ou les avortements, il est clair que la majorité des femelles étaient séropositives. Et ces femelles séropositives sont aussi plus fréquemment excrétrices dans le mucus vaginal après mise bas que les séronégatives. Pour les animaux qui avaient des très forts niveaux d'expression, plus de 10,6 équivalent génome, on a systématiquement une très forte séropositivité. Mais pour autant, force est de constater qu'on a aussi des femelles qui sont excrétrices, mais séronégatives, et aussi des animaux qui ont avorté, qui sont séropositifs, mais non excréteurs. Pour essayer de comparer en la matière les ovins et les caprins, ce travail m'apparaît également intéressant. Alors, les avortements sont plutôt survenus dans le volet caprin, mais c'était des ateliers qui étaient voisins les uns des autres au sein de la même exploitation, et donc avec des expositions qui étaient relativement proches. Donc, ce qui a été mesuré ici, ce sont les quantités de coxiel au cours du temps, avec ces cinétiques d'évolution, la première année et la suivante, après la deuxième mise bas. Donc, comme précédemment, 3 voies d'excrétion recherchées. Donc, pour la première, pour la voie vaginale, on se rend compte donc qu'on a une excrétion plus importante par voie vaginale chez la chèvre que chez la brebis pendant les 2 premiers mois. Et l'excrétion vaginale a été aussi plus longue et on l'a retrouvée à la saison suivante. Pour la voie fécale, là aussi, des niveaux d'excrétion par voie fécale systématiquement supérieurs en caprin. Et on se rend compte que l'année suivante, près de la moitié des chèvres excrétrices étaient encore excrétrices. Et enfin, pour le lait, pas de différence entre ovins et caprins sur ces fréquences et niveaux d'expression. Le travail que j'ai déjà évoqué tout à l'heure sur la surveillance pilote nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin sur les niveaux rencontrés en cas de positivité, donc dans des contextes abortifs. Vous avez différents seuils qui vous sont présentés ici, donc inférieurs à la limite de détection, donc en gros négatif, des résultats qui sont situés entre la limite de détection et la limite de quantification. Et puis après, vous avez donc la limite de quantification et le seuil de 10,4 qui est notre seuil clinique par rapport à une imputation sur des écouvillons individuels. Et puis des limites maximales. Alors, quels sont là aussi les constats? On retrouve une plus grande fréquence et donc attendue d'absence d'excrétion chez les bovins comparativement aux ovins et plus encore aux caprins. Plus intéressant peut-être la fréquence relative du dépassement de 10,4 qui concerne 3,4% des bovins, 7,2% des ovins et 18% des caprins. Et pour les valeurs vraiment très élevées qui dépassent le seuil maximal de quantification, cela concerne 14% des caprins et 5% pratiquement des ovins. Donc, dans un contexte abortif, que se passe-t-il en termes de réponse, en termes de niveau d'excrétion? Dans ce travail-là, qui concernait 3 élevages où il y avait eu des séries importantes d'avortements, on a comparé l'excrétion par voie vaginale selon que les animaux avaient avorté ou où il y avait de la mortinatalité, ou qu'il y avait une absence de signes cliniques en distinguant les prémipares et les multipares. Alors, les seuils que je vais indiquer là sont vraiment élevés, parce que je vais me référer à la valeur de 10,6. On se rend compte que pour de tels niveaux d'expression qui sont vraiment élevés, ça concernait quand même 90% des chèvres qui avaient avorté ou présenté de la mortinatalité. Donc, c'est tout à fait considérable. À l'inverse, 70% des chèvres qui ont eu des mises bas normales ont plutôt excrété en deçà de 10,6, ce qui signifie qu'il y en avait quand même un tiers qui avaient des niveaux d'excrétion vraiment élevés. Et ce qui est intéressant ici, c'est de constater la différence entre les prémipares et les multipares, avec des niveaux d'excrétion globalement beaucoup plus élevés pour les prémipares.
Donc là, toujours dans ce même travail, on va coupler les aspects sérologiques et les aspects excrétion. Donc, différents niveaux d'expression et une distinction entre des animaux séronégatifs et des animaux séropositifs sur la fois des seuils de densité optique. Parmi les non-excréteurs, pardon, donc on est à moins de 500 coxiels par écouvillon, 75% des animaux sont séronégatifs. Et à l'opposé, parmi les très forts excréteurs, plus de 10-10, on est à 90% d'animaux séropositifs. Ça signifie aussi que 40% des animaux séronégatifs sont excréteurs avec des niveaux d'intensité variables, mais excréteurs. Pour parler davantage des aspects sérologiques, je vais m'appuyer sur un travail de Thibault Lurier qui, malgré l'absence de gold standard, a réussi à comparer les différents kits disponibles. Donc, les références de ces kits et leurs particularités sont exposées ici. En gros, donc l'origine de la souche pour la production d'antigènes peut varier. Ça peut être la souche d'un animal bien connu, de tiques, des souches issues des ovins ou des bovins. Vous voyez qu'en termes d'interprétation, on se réfère au ratio de densité optique. On a des seuils qui peuvent être sensiblement différents d'un kit à l'autre. Ce que nous montre le travail de Thibault Lurier, c'est les différences de sensibilité et de spécificité de ces tests à rapporter aux différentes espèces de ruminants. Donc, sur le graphique, vous avez l'expression de la sensibilité et de la spécificité pour les 3 tests précédents, espèce par espèce. Donc, le premier constat, déjà, c'est que quel que soit le test sérologique employé, on a une excellente spécificité. Elle est de 95% pour le test 3 en bovin et elle va jusqu'à 99% pour le test 1 en ovin. En revanche, en termes de sensibilité, on est beaucoup plus modeste, particulièrement pour les ovins, puisque le test 1, on est à simplement 39% et à 54% pour le test 2. Chaque test a un intérêt et des performances qui sont intéressantes, mais pas exactement les mêmes. Le test 3, c'est le plus sensible globalement, mais c'est le moins spécifique. Le test 2 s'avère globalement plus spécifique en bovin et il est plus sensible que le test 1 pour les petits ruminants. Et le test 1, enfin, il est plus spécifique en ovin et il est un petit peu plus sensible que le test 2 en bovin. Donc en gros, pas de test parfait. Donc, en synthèse, on a donc des niveaux d'excrétion qui sont supérieurs en petits ruminants par rapport aux bovins et qui sont également supérieurs en caprins par rapport aux ovins. Des voies d'expression avec des niveaux et des durées d'expression qui sont variables, plus courtes dans le mucus vaginal, avec des charges plus élevées dans le mucus et les fesses. Ces voies ne sont pas du tout forcément concomitantes. Des niveaux d'expression qui peuvent être plus élevés, y compris chez des animaux sans signes cliniques. Des niveaux d'expression, et ça on le sait, sont beaucoup plus élevés autour de la période des mises bas et particulièrement pendant les 3 premières semaines. Des tests sérologiques sur lesquels on peut s'appuyer, mais qui ont des sensibilités et des spécificités différentes selon les espèces, et une complémentarité donc, entre les analyses sérologiques et les PCR. Donc, en synthèse, il va toujours falloir, et quel que soit l'objectif, combiner les analyses et les approches. Si on est sur du diagnostic, donc pour imputer des avortements à la fièvre Q, on va privilégier le diagnostic direct, notamment donc, sur le mucus vaginal ou le placenta, ou encore l'avorton. Si c'est mucus vaginal ou placenta, s'appuyer sur des mesures quantitatives. Les analyses sérologiques vont apporter une information complémentaire en étant forcément interprétées à l'échelle du groupe, du lot, pour préciser au contraire le statut du troupeau. Et donc là, on cherche à objectiver l'existence d'une circulation. Bien sûr, le contexte épidémiologique rentre en ligne de compte, l'historique des épisodes abortifs éventuels, et puis on va chercher un ensemble d'indicateurs sur la présence d'une excrétion active. Et là, il va falloir vraiment prendre en compte la diversité et le fait que les voies d'expression ne sont pas concomitantes. Et puis enfin, pour l'aspect sérologique, si on doit essayer de mesurer l'ancienneté de l'exposition, c'est intéressant de s'appuyer sur des analyses sur différentes catégories d'animaux. Alors ça nous met en bouche, j'allais dire, parce que ce sont l'ensemble de ces éléments qui vont nous amener derrière à essayer de mettre en place des mesures de gestion aussi bien sanitaires que médicales. Et je vais forcément commencer
par les mesures sanitaires parce qu'elles sont tout à fait essentielles. Un des points clés pour la fièvre Q, on a commencé déjà à le voir, c'est l'importance de la contamination environnementale. Et donc là, je vais m'appuyer sur un travail de Pauline Carrier, qui, dans des élevages qui avaient connu des épisodes d'avortement, a réalisé des chiffonnettes pour essayer de piéger la poussière et mesurer donc les charges environnementales. Donc ceci, ça a été fait dans des élevages bovins, caprins et ovins, avec une distinction entre ceux pour lesquels l'épisode abortif avait pu être imputé à la fièvre Q ou pas. Et donc vous avez à chaque fois, pour chaque groupe de graphiques, les résultats obtenus sur ces chiffonnettes, selon que de l'ADN a été détecté et en quelle proportion ou pas. Donc le constat de ce travail, c'est qu'on a détecté des coxielles dans l'environnement de 75% des troupeaux ovins, de 68% des troupeaux caprins, mais de seulement 18% des troupeaux bovins. Les charges bactériennes les plus élevées, elles pouvaient dépasser 18 écouvillons génome. Cela a concerné 15% des chiffonnettes et elles étaient toutes en provenance d'élevages de petits ruminants. Et parmi celles-ci, il y en avait 75% d'élevages qui étaient suspects de fièvre Q. Alors, on parle ici jusqu'à présent de contamination environnementale au sens large, mais bien évidemment, on peut imaginer que certaines zones dans les exploitations soient plus chargées, avec plus de contamination que d'autres. Et là, le travail sur lequel je vais m'appuyer est un travail dans un élevage où il y avait à la fois donc, beaucoup d'avortements sur les caprins, ce qui s'est soldé par des cas humains également. Un élevage un peu particulier parce que c'est essentiellement un élevage en plein air où la problématique a été gérée essentiellement grâce à des apports d'antibiotiques, donc des injections tous les 2 à 3 jours jusqu'à la mise bas, et ensuite annuellement avec de la chlortétracycline. Donc des mesures ont été faites à la fois sur l'animal et sur l'environnement. Et sur l'environnement, c'était des écovillonnages des surfaces et des échantillons de sol. Le suivi se déroulant entre 2018 et 2022. Donc sur un pas de temps aussi long, évidemment, le troupeau évolue, mais les tendances sont quand même les suivantes. Une diminution progressive de la séroprévalence. Pour ce qui est globalement de l'expression, on est passé de 14% d'expression à 7% au fil du temps, et une fréquence d'échantillons positifs environnementaux qui est passée de 84% à 29% 4 ans plus tard. Alors ceci dit, tous les éléments dans cette exploitation n'étaient pas contaminés de la même manière. Donc la représentation graphique vous montre les différentes zones sur lesquelles des prélèvements ont été faits. Ça va du logement des boucs aux enclos des chèvres, aux lieux de mise bas et de nurserie, mais aussi aux pâtures et aux fosses d'incinération des placentas et avortons. Les différents niveaux de couleur vous montrent les gradients de contamination au niveau environnemental. Alors, ce qu'on constate, c'est bien une diminution régulière de la contamination environnementale, mais les niveaux de contamination les plus élevés, ça a été forcément dans les parcs de mise bas et la nurserie, et on rencontre encore des niveaux relativement élevés, même encore 4 ans plus tard, avec vraisemblablement donc des recontaminations de ces sites. Les enclos des chèvres donc, étaient contaminés. Ça a été aussi le cas de la fosse d'incinération des placentas, mais on a pu aussi mettre en évidence des coxielles sur notamment le matériel agricole ou des zones où les animaux n'étaient pas présents. Donc le mot-clé derrière tout ça, on le répétera peut-être jamais assez, c'est le mot biosécurité. Et là, je vais faire un focus sur 2 mesures qui me semblent intéressantes et qui ont été abordées dans un travail conduit aux États-Unis, dans 24 États, où ils ont regardé donc, dans les élevages caprins ce qu'il en était en termes de sérologie. Donc, ils ont pris 1 à 25 femelles de plus de 15 mois, donc effectifs variant en fonction de la taille des troupeaux. Au total, environ 7700 chèvres sur lesquelles des analyses ont été faites. Et simultanément, il y avait un questionnaire sur les pratiques d'élevage. Donc, le premier constat sur la séropositivité, c'est que 21% des élevages avaient au moins une chèvre séropositive. Et puis maintenant, quelques retours sans prétendre à l'exhaustivité sur 2 pratiques. Donc la première, l'introduction dans les 12 derniers mois.
Donc, vous avez pour chaque modalité d'introduction, femelle gravide, non gravide, introduction de jeunes ou pas d'introduction, la proportion relative des exploitations concernées et d'autre part des exploitations séropositives. Et le risque lié aux introductions me paraît clairement mis en évidence avec une gradation, c'est-à-dire que les risques sont majorés lorsqu'on introduit des femelles gravides par rapport à des non gravides et plus encore par rapport à des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement, mais qui me semble intéressant parce que ce travail permet de le chiffrer, de l'objectiver un petit peu par rapport aux recommandations qu'on émet d'habitude. La deuxième pratique ici qui me semble intéressante, c'est le fait de mettre en place des mesures de sécurité autour de la mise bas et notamment en cas d'avortement. Donc vous avez 4 situations qui ont été explorées. Donc pas de mise à la reproduction, une absence d'avortement, l'existence d'avortement, mais en mettant en place des mesures de biosécurité qui ont pu être nettoyage, désinfection, collecte des avortons et des placentas, mais aussi isolement des femelles à avorter. Et puis on fait une dernière situation où il n'y avait pas de mesures de biosécurité mises en place. Donc là aussi, pardon, une gradation dans les risques, où on voit bien qu'en fait la mise en place de mesures de biosécurité, notamment en cas d'avortement, permet finalement de limiter considérablement les risques. On a une fréquence moins grande d'exploitation séropositive. Et qui plus est, les auteurs ont regardé ce qu'il en advenait pour la séroprévalence intra-troupeau. On se rend compte que là aussi, il y a eu une action, puisque on était à 49% de séroprévalence intra-troupeau en l'absence de mesures de biosécurité d'avortement, 38% lorsque des mesures étaient mises en place, et puis 16 et 14% respectivement, parce qu'il n'y avait pas d'avortement ou pas de mise à la reproduction. Les mesures sanitaires sont ici rappelées. Ce sont des recommandations très larges qui sont issues des travaux de l'ACERSAD il y a plus d'une dizaine d'années. Ce sont des recommandations qui restent valides et qui sont classées entre mesures indispensables, importantes ou complémentaires, avec 2 objectifs qui peuvent être à la fois de diminuer la circulation intra-troupeau et de limiter la dissémination à distance des troupeaux. Et à chaque fois, ces différentes mesures étaient évaluées en fonction de leur efficacité attendue et de leur faisabilité. Donc on retrouve évidemment la gestion des produits de la mise bas, les précautions d'hygiène autour des pratiques obstétricales, la gestion des effluents, donc ça va du stockage jusqu'à l'épandage autant que possible, et puis d'autres mesures qui viennent précédemment déjà d'être évoquées, comme l'isolement des malades, le nettoyage des locaux, qui restent tout à fait importantes. Alors, au-delà des mesures sanitaires, il y a aussi l'apport de la vaccination. Et donc là, on va essayer de le regarder de manière plus précise. Alors d'abord, en situation expérimentale, la situation expérimentale permet d'avoir des lots témoins, et ce qui n'est pas toujours le cas sinon dans les travaux directement issus du terrain. Donc là, sur ce travail expérimental, on constate la proximité des résultats entre le groupe vacciné et le groupe non inoculé, avec, qui plus est, comparativement au groupe non vacciné, une forte diminution des moyennes d'expression, puisqu'on est à 0 sur le lait, à peine 10 jours contre 27 par voie fécale et 1,5 jours contre 22 par voie vaginale. Travail un petit peu équivalent en ovin, avec à chaque fois donc, un lot vacciné et un lot non vacciné. Et sur le graphique de gauche, vous avez l'excrétion, donc les cases orange, par les différentes voies que sont le lait, le mucus vaginal et les fesses, avec la comparaison de l'excrétion donc dans les lots vaccinés et non vaccinés. Il n'y avait pas eu d'avortement, en l'occurrence, dû à la fièvre Q dans les différents groupes. Et ont également été regardés ce qui relevait de la survie des agneaux et de l'existence ou non d'une gestation normale. Donc une gestation normale s'entendant par une gestation qui va jusqu'à son terme et pour laquelle
les agneaux étaient vivants et en bon état de santé. Donc, ce qu'on constate, c'est tout d'abord la réduction significative de l'expression, quelle que soit la voie d'expression, les fesses ou mucus vaginal. Il n'y avait en revanche pas de différence en termes de survie des animaux, mais un nombre significativement plus important de gestations anormales en l'absence de vaccination. En caprin, donc cette fois-ci, on va se placer en milieu infecté avec, et là c'est ça qui est intéressant, une randomisation intra-troupeau des animaux qui auront été vaccinés par rapport à un lot placebo. Cette randomisation, elle a été faite sur le statut initial des individus, sur la base à la fois de la sérologie et de l'expression par voie vaginale, et en prenant en compte la parité. Donc, on est 1 an après l'épisode abortif. Que se passe-t-il la seconde année à la suite de la vaccination? Eh bien, d'abord, peu de cas cliniques dans l'un et l'autre lot, mais néanmoins un impact significatif sur la survenue de ces signes, même s'ils sont peu nombreux. Donc, moins d'avortements et de mortinatalité et une fréquence moindre de nouveau-nés chétifs. Par contre, sur la fréquence d'expression, on a eu 90% d'excréteurs, aussi bien dans le lot vacciné que dans le lot non vacciné, mais on était dans un environnement infecté avec une exposition importante. Et puis relativement peu d'animaux sensibles. Sur les niveaux d'expression, maintenant en dissociant les primipares et les adultes en fonction de leur statut initial. Alors, je vais démarrer par les adultes. Quelle est l'expression, quelles sont les différences d'expression en moyenne en fonction de si les animaux ont été préalablement infectés ou sains? Pas d'impact s'ils étaient déjà infectés. Un impact non significatif pour les animaux sains, même s'il y a un différentiel. Donc, ce qui est plus intéressant en revanche, c'est la situation des primipares, où on constate une diminution significative des niveaux d'expression, y compris lorsque les animaux étaient préalablement déjà infectés au moment de la vaccination, et plus encore lorsque les animaux étaient préalablement sains. Donc, une réduction tout à fait importante de l'expression chez les primipares saines, c'est-à-dire vaccinés en tant que chevrettes. Pour aller un petit peu dans le même sens, donc cette fois-ci, ce sont les travaux conduits dans les Pays-Bas. Donc, pour vous donner le contexte, on est sur des épisodes humains en grand nombre, donc la mise en place d'une surveillance et sur la foi des analyses de lait de temps que lorsque une analyse était positive, abattage du troupeau. Donc, dans ce contexte-là, en fait, les analyses qui ont été faites l'ont été sur les animaux abattus. Et cela donc ici concernait 12 troupeaux caprins, dont 7 qui étaient vaccinés, et un troupeau ovin non vacciné. Les analyses ont été faites sur les animaux gravides. Et pour l'évaluation de l'expression, vous avez 2 seuils qui sont ici proposés. Donc, négatif lorsque le CT était supérieur à 40 et positif lorsque le CT était inférieur à 36. Donc, à chaque fois, sont comparées des situations où il n'y avait pas de vaccination, en dissociant la situation des jeunes et des animaux plus âgés, ou situation d'élevage non vacciné, là aussi en dissociant les jeunes et les plus âgés. Vous avez les effectifs, la proportion de positivité ou de douteux, et puis un calcul de l'efficience de la vaccination. Alors, le premier constat, déjà, c'est sur la fréquence de l'expression comparée entre les troupeaux non vaccinés et les troupeaux vaccinés. Mais c'est aussi un différentiel dans l'efficacité vaccinale en comparant jeunes et animaux âgés. Alors, cela a été calculé matrice par matrice, donc pour le liquide utérin, le mucus vaginal et le lait. Donc, on a à la fois une réduction de la fréquence et des niveaux d'expression, un effet qui est majoré chez les jeunes. Donc, pour le liquide utérin, vous voyez que c'est une efficacité de 98% contre 90% chez les animaux âgés. Pour le mucus vaginal, on est à 57 contre 28 et dans le lait, 72%. La vaccination, donc, on a vu son efficacité pouvait varier en fonction du statut sanitaire
statut infectieux initial des animaux et de leur âge. C'est aussi une mesure qu'il va falloir inscrire dans la durée. Donc là, pour l'illustrer, c'est un travail allemand dans un élevage où il y avait eu des avortements et où au départ, donc les adultes ont été vaccinés avec un rappel à 6 mois, ce qui n'est pas ce qui est mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché. Et ensuite, uniquement la vaccination des animaux de renouvellement. Ceci fait à l'âge de 6 mois, donc avant la mise à la reproduction. Et ce qui a été évalué, donc, c'est l'excrétion par voie vaginale recherchée 48 heures post-mise. Donc, dans cette représentation graphique, on différencie donc les situations où on considère que les animaux sont négatifs des animaux positifs. Et évidemment, au tout début de l'épisode abortif, en 2018 et avant vaccination, on avait forcément des charges bactériennes importantes et l'ensemble des animaux positifs. Et puis graduellement, au fur et à mesure du temps, on voit diminuer la fréquence de l'excrétion, y compris donc chez les adultes qui persistent à l'intérieur du troupeau. Au-delà de cette baisse progressive des niveaux d'excrétion, on a mis en évidence aussi une bonne réponse humorale des animaux, particulièrement après le rappel vaccinal, ça va de soi, et donc la présence d'anticorps séroneutralisants. Par rapport à l'observance maintenant de la vaccination, situation présentée en Belgique, où un programme de surveillance des laits de tank a été mis en place entre 2009 et 2019. Et donc, lorsque des coccielles étaient détectées dans le lait de tank, on mettait en place une vaccination obligatoire, et ceci dès 3 mois d'âge. 3 situations au cours de ces 10 années sont répertoriées ici. Donc, je vais m'intéresser simplement aux courbes. Donc, la première nous montre l'évaluation donc, des CT au niveau du tank dans des élevages qui ont fait une vaccination mais incomplète ou qui n'ont pas réussi à vacciner tous leurs animaux simultanément. Donc, au cours des 10 ans, malgré tout, on voit que globalement, en moyenne, ces CT diminuent. Deuxième courbe bleue, cette fois-ci, on est sur 10 troupeaux avec une vaccination complète. Et on a une réduction beaucoup plus rapide des CT obtenus. Et enfin, troisième situation, on est là sur une vaccination en prévention qui concerne 5 élevages où les niveaux restent constamment nuls. Donc, au total, une diminution sur 10 ans de la fréquence des troupeaux excréteurs qui est passée de 16 à 6% et des différences de cinétique d'excrétion qui sont dépendantes finalement de l'observance des protocoles de vaccination. J'ai montré à nouveau beaucoup de caprins, mais ce travail-là me permet de vous présenter aussi ce qui se passe en ovin. Donc, dans un cheptel où il y avait un épisode abortif important associé à de nombreux cas humains et où les modalités de gestion ont reposé notamment sur la vaccination des animaux de renouvellement. Et pour évaluer l'efficacité vaccinale, cette fois-ci, ce qui a été fait, c'était de conserver des animaux sentinelles non vaccinés. Donc au départ, 25 brebis et 21 agnelles, puis ensuite graduellement 20 agnelles par an. Donc la fréquence des animaux sentinelles séropositifs permet de vérifier si il continue d'y avoir une circulation de la bactérie à l'intérieur du troupeau. Par ailleurs, donc, ont été mesurées 2 choses. D'une part, l'excrétion par voie vaginale, donc dans les heures qui suivaient la mise bas, et d'autre part, une évaluation de la contamination de l'environnement, mais en recourant cette fois-ci à des écouvillons par voie nasale. Et donc, vous avez ici, à partir du moment où la vaccination a été mise en place, l'évolution relative de la fréquence d'échantillons positifs par les différentes voies. On voit qu'un an, un an et demi après, il y avait encore beaucoup de positivité et l'évolution de la fréquence des sentinelles séropositives. Alors, ça nous montre que assez rapidement, en fait, après la vaccination, les niveaux d'expression ont chuté, hein, puisque en l'occurrence, ils ont été à moins de 10,3 coccielles en moyenne par écouvillon.
que malgré tout, pendant plusieurs années, on a continué de mettre en évidence la circulation de la bactérie, notamment au travers des séroconversions chez les animaux sentinelles, et que néanmoins, on a réussi à maîtriser les niveaux d'expression à l'échelle du troupeau, et donc, partant de là, à mieux maîtriser les risques. Donc en synthèse, la vaccination en milieu infecté, ça permet de réduire les niveaux d'excrétion, notamment pour les animaux de renouvellement qui sont plus largement non infectés avant vaccination. Ça permet de diminuer des aspects cliniques, de mortinatalité, d'avortement, de gestation anormale. Ce sont des mesures qu'il faut inscrire dans la durée. On a vu que là, c'était minimum 4, voire 5 ans. Particulièrement si seule la fraction du troupeau de renouvellement est ciblée lors de la stratégie vaccinale. Et il est évident que ces mesures vaccinales doivent être associées de manière systématique avec des mesures sanitaires. Par rapport à la prévention, c'est quelque chose on dit régulièrement, c'est une mesure à recommander en cas d'élevage ouvert au public. Et en cas d'introduction, il faut toujours évaluer les risques. Les risques selon sa propre situation sanitaire, la situation sanitaire rencontrée également par le vendeur, et puis envisager et adapter les mesures de gestion à mettre en place pour faire face aux risques rencontrés. Alors, je finirai maintenant parmi les mesures médicales sur l'aspect antibiothérapie avec une seule présentation dans un contexte cette fois-ci ovin. Un élevage dans lequel il y avait un historique de circulation de fièvre Q mis en évidence à la fois par des PCRL positifs et puis des niveaux de séroprévalence non négligeables de 54% sur le troupeau et de 97% pour le pré-troupeau. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'était de mettre en place une antibiothérapie, donc 2 injections d'oxytétracycline à 20 mg par kilo pour 3 groupes de brebis, ceci réalisé environ à 100 et 115 jours de gestation. Et puis il y avait un groupe contrôle qui représentait à peu près 25% des animaux. Le suivi a été fait pendant 5 mois. Donc, les 3 graphes correspondent à la situation rencontrée en termes de pourcentage d'animaux avec une PCR positive, en comparant systématiquement courbe verte pointillée la situation des animaux du groupe contrôle, et puis en couleur la situation des animaux qui ont reçu une antibiothérapie. Donc les mesures sont faites toujours sur 3 voies, muqueuse vaginale, fesses et lait. Vous avez au moment de la mise bas la comparaison dans les 2 groupes du pourcentage observé d'animaux positifs. Et puis après, dans la globalité, la proportion relative d'échantillons positifs. Donc, prenons le mucus vaginal, on est à 64% d'échantillons positifs sur le groupe traité contre 51% dans le groupe contrôle. Sur les fesses, 53 et 55% respectivement. Et enfin, sur le lait, 23% et 19%. Donc, le constat est relativement simple. En fait, il n'y avait absolument pas de différence entre le groupe traité et le groupe contrôle. La mise en place de l'antibiothérapie dans les conditions ici de cette étude n'a pas non plus empêché une excrétion dans la durée, puisque celle-ci a perduré de 3 à 5 mois selon la voie d'expression. Et pour finir, je voudrais simplement vous inciter à consulter le site du comité fièvre Q. Il y a un ensemble de fiches qui sont mises à disposition, aussi bien des conseillers que des éleveurs. Je vais faire un petit mea culpa, puisqu'en fait, il faut que j'actualise la fiche relative à la vaccination chez les petits ruminants, mais hormis cela, il y a beaucoup d'informations actualisées qui sont à votre disposition et qui permettent aussi de diffuser l'information autour de vous, sans compter les foires aux questions qui répondent souvent à un nombre de nos préoccupations et les anciens webinaires. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup René pour cette présentation très complète, très exhaustive, vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose qu'on prenne les questions comme elles arrivent dans le fil. Alors du coup, il y a une première question de Karine Haas. Bonjour d'ailleurs Karine, toujours présente à ces événements. Avez-vous étudié les facteurs alimentaires et d'immunosuppression dans les troupeaux contagieux, donc j'imagine dans les troupeaux infectés avec de l'excrétion? Moi, j'ai pas du tout d'informations là-dessus. Donc, je ne sais pas répondre. Mais voilà, si Raphaël ou Christelle ont des éléments, mais non. Je crois. Le seul élément peut-être qu'on peut dire, mais c'est pas du tout alimentaire, mais que j'avais trouvé intéressant dans l'étude américaine, c'est qu'ils avaient regardé le statut sanitaire des animaux par rapport à d'autres types d'infections, comme l'existence du KF ou de la lymphadénie, puis il devait y avoir d'autres maladies. Et c'était ressorti comme un facteur pouvant jouer sur les niveaux de risque. Donc, Hmm, voilà, je ne réponds pas directement à la question, mais je pense que voilà, l'état de santé global des animaux, leur statut vis-à-vis d'autres pathogènes et hmm, sans doute un certain nombre d'éléments sur la bonne santé et les apports hmm, sur le plan alimentaire sont forcément favorables pour avoir une meilleure résilience des hmm, animaux. tout à fait. Il y a une deuxième question relative aux écouvillons PCR par voie nasale pour évaluer le niveau d'infection expérimentale. Est-ce qu'ils peuvent être pertinents et si oui, combien de temps après les avortements? Donc là, on est sur comment évaluer une contamination d'origine environnementale. Donc là, Mhm, c'est pas ma spécialité, mais le champ est large. Et en fait, vous avez vu que dans les différentes études, chaque auteur a utilisé des protocoles différents. À chaque fois, on a pu mettre en évidence une gradation qui pouvait montrer différents niveaux de risque, mais de là à savoir ce qu'il faut employer, comment les employer et avoir des seuils d'interprétation, je crois qu'on n'en est pas encore là. Et si d'autres membres du comité FIEVRQ veulent s'exprimer à ce sujet, surtout soyez libres de le faire, mais je pense qu'on n'est carrément pas à voilà, c'est des indicateurs, mais leur interprétation reste mhm. extrêmement délicate. Oui, on peut peut-être signaler qu'il y a des travaux au niveau de la plateforme ESA, notamment dans le groupe de travail dédié à la fièvre Q, qui vise à déjà définir des premiers protocoles, ne serait-ce que pour mesurer la charge environnementale, enfin, ou en tout cas standardiser les prélèvements, parce qu'il y a cette question-là. Mm. Après, pour échanger avec des confrères espagnols qui utilisent relativement facilement, j'allais dire, les écouvillons nasaux par simplicité, en fait, de prise, c'est souvent quelque chose qu'ils vont faire. J'allais dire, dans les semaines qui suivent la vague d'avortement, enfin, dans les jours ou les semaines, c'est pas 5, 6, 7 mois après, hein, c'est plutôt, j'allais dire, moment d'avortement. Voilà, mais comme tu le dis, je pense que sur ces études-là, tout reste à faire un peu pour prélever des animaux hors période d'avortement, hors période supposée d'expression maximale, voir effectivement ce qu'on trouve aussi en période plus calme, entre guillemets, pour évaluer après la spécificité éventuelle ou l'intérêt de ce prélèvement, tout à fait. Oui, puis faut rajouter, mais on le dit peut-être pas assez, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours ce différentiel entre ce qu'on observe par PCR et la Mm, viabilité réelle. Et il y a tout à fait. toujours un décalage. Il y a un certain nombre de travaux qui le mettent en évidence. On trouve Mm, de la viabilité X mm, mois après, mais peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qu'on observe de fait en termes de contamination environnementale juste par les PCR. mm, tout à fait. Pour l'instant, je vois pas d'autres questions dans la partie questions-réponses. Je vais voir dans le chat parce que des fois c'est là que c'est versé, je n'en vois pas non plus. Au cas où vous retrouverez dans le fil de conversation, j'ai remis l'adresse du comité Fièvre Q, sur lequel, comme René le mentionnait, vous pouvez trouver l'ensemble des fiches qu'on a réalisées sur comment suspecter la fièvre Q, comment la diagnostiquer, le point sur les mesures de maîtrise médicale et non médicale, aussi bien en bovin qu'en petit ruminant, des fiches à destination des éleveurs que vous pouvez utiliser aussi, une fiche spécifique sur les élevages ouverts au public. Et puis vous trouverez également sur le site le replay des webinaires passés et également une FAQ qui est réabondée régulièrement en fonction des questions posées
posées dans les webinaires notamment, et je pense que vous pourrez y trouver pas mal de réponses. Donc, on voit de première personne nous remercier pour le webinaire. Je retourne dans la session Q&A pour voir si on a des nouvelles questions. Ah oui, ça y est, ça arrive. Alors, une question, est-ce qu'il y a des études sur les effets potentiels d'un traitement antibiotique sur les avortements mis-bas anormales? Parce qu'elle a compris, enfin, la personne qui pose la question a compris qu'il n'y avait pas de différence pour l'excrétion, mais qu'est-ce qu'il en est d'une efficacité éventuelle sur la prévention des avortements? Dans ce que j'ai vu, il n'y avait rien de très objectivé, même si il y a des éleveurs et ça avait été recensé dans une des publications, et notamment la dernière que j'ai présentée, qui avait l'impression qu'effectivement, il y avait un petit peu moins d'avortements. Et bon, au moment où c'est réalisé, en fait, euh, c'est difficile de vérifier de Mm. vrais écarts entre les lots, parce que Mm. généralement, c'est pas fait tout de suite non plus. Mm. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même une information qui est ouais, difficile à objectiver. Oui, qui manque. En tout cas, en bovin, dans le cadre d'une étude qu'on avait menée pour comparer différents protocoles associant vaccination et ou antibiothérapie, Mm. dans plus de 120 troupeaux, on n'avait pas trouvé d'effet de l'administration d'antibiotiques au moment du tarissement chez la vache pour prévenir la survenue d'avortements ou d'événements indésirables. Après, je pense que ça se heurte en petits ruminants au côté flambé et puis au Mm. fait qu'au moment de la flambée, le diagnostic n'est pas encore posé. Oui, Et donc, on comprend bien aussi la nécessité un peu pragmatique, quoi, mais on va dire que en l'état actuel, on a quand même peu de données pour conforter un usage prophylactique efficace des antibiotiques. Je pense que c'est difficile. Il y a une question de Vincent Dedet. Bonjour Vincent, ou plutôt un commentaire pour nous signaler que les prélèvements d'air en bâtiment d'élevage se développent beaucoup en porc et en volaille. Je pense à la fois pour des questions de santé animale, mais aussi de santé de l'éleveur d'ailleurs. Et il y a une question sur est-ce que cela a été testé en élevage ovin-caprin pour Coxiella. oui. En tout cas, je La peux dire qu'en réponse bovin, est ça l'a été, et en oui. ovin-caprin. Pareil, en fait, alors, bon, c'est pas moi qui les ai fait, donc je vais juste me faire un écho de ce que j'ai entendu dire par les collègues qui l'ont essayé. En fait, enfin, c'est pas que c'est compliqué. C'est possible de le faire, mais la récupération de l'air implique qu'en finalement, on récupère un air qui est contaminé et qui va aussi contaminer les surfaces de l'appareil et les différentes filières à l'intérieur de l'appareillage. Et donc, ça pose un problème de contamination du matériel employé entre deux échantillons, du nettoyage du matériel aussi, avec de la corrosion des, voilà, des mécanismes. Et finalement, de mémoire, on s'était retrouvé avec un certain nombre d'échantillons contaminés, mais sans qu'on sache forcément si c'était lié à la contamination du matériel ou pas. Donc, je trouve en soi c'est intéressant. C'est même une des premières pistes qui a été recherchée au tout début quand on a commencé à s'intéresser à la contamination environnementale. Mm. Et a posteriori, il y avait vraiment cette notion c'était plus simple de, de, de s'appuyer sur les chiffonnettes notamment Mm. pour avoir le cumul des poussières sur les surfaces. Mm. Tout à fait. Voilà. Mais c'est Merci un problème René. Ouais, matériel. ouais, tout à fait. Et puis une question sur quelles sont les prochaines thématiques sous-sujets que vous allez étudier sur la fibre Q. Y a-t-il des études à apparaître prochainement? Alors là, je peux peut-être répondre aussi avec René, mais en fait, en tant que tel, nous, le comité, on ne mène pas d'études, on est plutôt là, on va dire, pour partager les connaissances. Après, au sein des différents instituts qui sont présentés dans le comité, on sait qu'actuellement, il y a des travaux qui sont presque finis, des travaux notamment auxquels Christelle participe sur, on va dire, l'hygiénisation potentiellement à attendre, notamment via les méthaniseurs pour différents agents pathogènes, sur le déploiement sur le terrain peut-être de différents dispositifs pour évaluer les statuts troupeaux. Mais en tout cas, à l'échelle du comité, on peut vous dire que les prochaines actions qu'on va mener sont plutôt des actions de communication vers, on pourrait dire, les jeunes publics, à la fois vétérinaires et éleveurs. Donc, en fait, en lien avec l'inspection de l'enseignement agricole, on va
un webinaire à destination d'école qui sera ouvert à tous. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date, le 3 décembre, entre 16h et 18h, donc de façon à sensibiliser les futurs éleveurs à cette thématique-là, à la fois sur la fièvre Q en général et la biosécurité et la santé globale en général, et puis probablement des webinaires également à destination des étudiants vétérinaires, notamment les nombreux étudiants vétérinaires français qui sont à l'étranger, qui ne sont pas dans les écoles en France. Donc on a toujours cette optique-là de pousser le plus d'informations possible vers les différents publics concernés. Je ne sais pas si René ou Christelle, vous voulez rajouter des choses sur d'éventuelles études qui seraient en cours ou qu'on pourrait communiquer. Non, Raphaël, je l'ai reprécisé dans le chat. Super. Effectivement, il y aura une synthèse de l'étude Métarisque qui va être prochainement mise en ligne, je pense, sur le site de GDS France et de l'ANSES. Voilà. Super. Je regarde, je ne vois pas d'autres questions. Et du coup, je pense qu'il va être temps pour nous de vous remercier pour votre attention, pour votre participation. N'hésitez pas encore une fois à retourner sur le site du comité. Si vous avez la moindre question, vous pouvez y déposer des questions, consulter les réponses aux questions les plus fréquemment posées, avoir accès au replay des webinaires comme celui-ci qui sera déposé dans les jours qui viennent. Et puis, merci à tous et puis bonne fin de journée. Et puis, merci encore René pour cette excellente présentation. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.